Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un podcast, un Bat Reviews, dédié aujourd'hui à nos lectures Batman, parues chez Urban Comics au mois d'avril 2025. 4 lectures sont au programme et 3 membres de la team sont prévus pour parler sur ce podcast et un 4e arrivera en cours de route, c'est promis. Pour m'accompagner sur ce podcast, les amis, moi c'est Nico et je suis accompagné de Siegfried. Salut tout le monde. Mais également de Benoît. Salut! Le 4e, ce sera une surprise, il arrivera un petit peu plus tard. Bon les amis, on a plusieurs récits à voir ensemble sur ce podcast. En préambule, je voulais juste, vu que je crois que c'est notre premier podcast depuis le festival qu'on a fait début mai, le Multiversity Festival, donc voilà, je voulais juste en préambule dire un gros merci à tous ceux qui étaient là, à tous ceux qui ont participé au podcast également, qu'on a enregistré en live d'ailleurs, et qui sera diffusé très bientôt, s'il ne s'est pas déjà fait au moment où vous écoutez ce podcast. Je vous donne rendez-vous, moi, pour ma part, le week-end du 24-25 mai à Bordeaux pour le Bordeaux Geek Fest, où j'aurai une conférence. Je tiendrai une conférence où on mènera l'enquête à Gotham City tous ensemble. C'est le dimanche en fin d'après-midi. Donc voilà, si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à venir faire un coucou, qu'on discute un petit peu et qu'on passe un petit moment à Gotham ensemble ou à Bordeaux. Bon. Visiblement, ça sera la même ville pour ce jour-là. Voilà les amis, pour cette petite préambule que je voulais passer, et puis je vous propose d'entamer tout de suite notre podcast avec la première lecture, qui n'est autre que Batman Gotham by Gaslight 1893, tome 1. Donc on est dans le DC Elseworlds, et vous allez voir qu'il y a pas mal de Elseworlds dans ce podcast d'ailleurs. Tout à fait. Siegfried, est-ce que tu peux nous en parler ? Justement, c'est assez joyeusement qu'on constate que c'est le retour des Elseworlds. C'est un label qui avait été plutôt abandonné par DC et qui en fait avait commencé par le premier Gotham by Gaslight. En fait, il a été publié indépendamment, il a eu tellement de succès que DC s'est dit tiens, on va créer un label autour des Elseworlds, et donc rétroactivement Gotham by Gaslight était devenu le premier. Le label était un peu tombé en désuétude et donc il revient avec la flopée de sorties qu'on a actuellement. Il y a que 3 sorties sous ce label Elseworlds ce mois-ci, donc Gotham by Gaslight, et puis on va reparler ensuite de DC Vampires et Darkness of Steel. Un peu étonnamment, parce que les autres sont des suites de comics qui sont parus récemment sans le label Elseworlds. Donc on comprend que c'est un truc un petit peu foutraque, avec beaucoup de choses un peu diverses, et qui affaiblit aussi le Black Label, puisque originellement c'est dans le Black Label qu'on retrouvait des œuvres assez fortes, publiées en dehors des continuités. Donc voilà, on va voir vers où ça va. En tout cas pour l'instant, c'est pas très clair. A priori, le Batman de Barbarian de Greg Smallwood sera aussi un Elseworld, alors qu'a priori c'était plutôt prévu pour être un Black Label. Bon, on verra. Vous voyez que j'essaie de temporiser parce que j'ai vraiment pas envie de parler de ce Gotham by Gaslight, mais il va falloir y venir. Il va falloir y venir, Siegfried. Donc déjà, ça n'a pas beaucoup de connexion avec le premier. Le premier était scénarisé par Brian Augustine et dessiné par Mignola, pas forcément très inspiré d'ailleurs, hein, c'était vraiment pas du niveau des grandes œuvres de Mignola, et c'était une histoire un peu simple de Batman poursuivant une espèce de Jack l'Éventreur. C'était pas mal pour l'époque parce que c'était chouette de voir Batman dans cette espèce d'environnement un peu victorien, mais New York, mais en fait c'était très peu exploité. L'ambiance industrielle d'une espèce de Gotham de cette époque-là était assez peu visible. C'était surtout un peu cosmétique et c'est un prétexte à parler de Jack l'Éventreur, mais bon, c'était pas très appuyé et on se dit qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Bon, c'est l'occasion, en 2025, on va pouvoir faire beaucoup mieux. En fait, non, on fait pas beaucoup mieux. Certes, on voit un peu plus quand même des rues un peu vieilles, même si il y a plein de moments où franchement, on nous dirait que ça se passe dans le Londres victorien, on pourrait y croire. Il y a finalement, à force de vouloir faire steampunk et 1190 et ambiance Jack l'Éventreur, on finit par se croire davantage à Londres qu'à Gotham. Donc c'est un peu étrange. Beaucoup de bizarreries aussi. Ce qui marque le plus l'époque, c'est sans doute qu'il y a un Bat Zeppelin au lieu d'un Batwing, par exemple. Bon, Zeppelin qui apparaissait déjà dans le premier Gotham by Gaslight, donc c'est pas vraiment une invention. Zeppelin qui d'ailleurs sort très visiblement, parce que c'est un énorme Zeppelin qui sort d'une usine Wayne Industries. T'es pas supposé te cacher en fait, Batman Bruce Wayne, enfin bref, c'est un peu bizarre. Bref, tout ça c'est donc scénarisé par Andy Deagle, qu'on n'avait pas vu faire grand chose de vraiment très bien, mais qui était, je vous rappelle, un des grands scénaristes de Vertigo. C'était notamment lui qui avait fait The Losers, donc un des grands titres de cette époque-là, même si le film qui avait été adapté était quand même pas très bon. Dessiné par Leandro Fernandez de façon un peu propre, mais pas forcément très remarquable. Et donc ça se centre autour de ce qu'on appelle l'ère kryptonienne, parce que on invente un tout nouveau concept qui est que en gros, avant notre époque, avant notre histoire, il y a eu une époque de grande civilisation. Donc on est vraiment dans les théories du complot de grande civilisation d'une époque qui aurait été éteinte d'un coup par une invasion extraterrestre. Ces extraterrestres étant les Kryptoniens.
qui apparemment, on ne sait pas trop comment, aurait mis fin à l'époque des dieux et des monstres, et qui est donc aussi l'époque des Amazones par exemple. Avec un lien qui est plutôt amusant d'ailleurs, avec Lovecraft, qui est complètement assumé. Et par complètement assumé, je ne veux pas dire que les références sont évidentes, mais on parle carrément de Abdul al-Hazred, qui aurait écrit un livre des noms des morts. Et en fait, Abdul al-Hazred, c'était le nom de l'arabe fou, auteur du Necronomicon, dans les récits de Lovecraft. Donc vraiment, on a carrément les mêmes noms que dans Lovecraft, ce qui est un peu dommage, parce qu'il y a pas mal de fois où on se dit, tiens, ça peut être une référence à Lovecraft, c'est pas mal. En fait, la référence, elle est juste complètement assumée, elle nous est balancée. Donc, on verra, mais du coup, on peut s'attendre à une espèce de gros Cthulhu dans le tome 2. On verra bien. Mais parce Ne faisons pas de... oui, mais au début, une des grandes phrases qui est répétée dans tout le comic, c'est le dormeur se réveille, et on Ouais. a une espèce de truc autour des montagnes hallucinées, enfin des explorateurs dans une espèce de, je pense que c'est pôle Nord, enfin dans une espèce de pays Ouais. arctique ou antarctique, D'ailleurs, qui ça m'a vachement fait penser, moi, aux malédictions qui s'abattent sur Gotham, qui est du coup vachement Lovecraftien comme ouais, comics. Et tout à fait. c'est vrai qu'on retrouve cette ambiance. Ouais. Ouais, tout à Ouais. fait. Mais voilà, là vraiment, on a une référence complètement assumée aux montagnes hallucinées, et à plein de références, et un lien entre Ra's al Ghul aussi, et Al-Hasred. Donc voilà, on va voir vers où ça va. Du coup, c'est presque un peu étrange, parce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est chouette, il y a un Batman Lovecraftien, peut-être que ces références sont un peu trop explicites, trop évidentes, et du coup, quel est le lien avec tout le reste? Parce qu'en même temps qu'on a ça, on a aussi donc un Batman qui se bat plus ou moins à Gotham. On parle enfin de Superman, qui est une espèce de shérif dans un plateau du Kansas. On a Alan Scott, qui est une espèce d'arnaqueur qui a une Green Lantern, ce qu'il appelle la Green Lantern, en fait, c'est une espèce de montgolfière, et qui trouve un peu par hasard une bague, et bon, qui devient donc le Green Lantern. Donc, on a beaucoup de personnages dans beaucoup de lieux différents et beaucoup d'ambiances différentes, parce qu'on a à la fois le village du Far West, l'expédition antarctique, et la Gotham industrielle. Donc, ça fait une espèce de gros gloubi-boulga à la fois de personnages, de références, de péripéties qui, pour l'instant, sont pas liées d'une façon très évidente, et surtout peine à créer vraiment un thème fort. Donc, on imagine évidemment que c'est beaucoup de fils rouges qui vont finir par se rejoindre, et on a hâte que ça se rejoigne. Mais pour l'instant, ça donne quand même l'impression d'un truc qui est un peu fouillis, un peu disparate, et surtout avec beaucoup de petits clins d'œil. On doit tourner autour de la dizaine, pas uniquement parmi les personnages principaux, de la dizaine de personnages du DCverse, et en y ajoutant une quinzaine de clins d'œil à d'autres personnages qui vont peut-être pas intervenir, mais voilà, dont on évoque l'existence. Donc finalement, on est presque plus proche de ce que Neil Gaiman avait fait dans Marvel 1602 par exemple. Donc vraiment l'idée de transposer tout l'univers, cet univers du super-héros à une époque, qu'un truc qui s'appellerait Gotham by Gaslight, puisqu'on est vraiment plus à Gotham, c'est vraiment plus by Gaslight, parce que cette espèce d'ambiance un peu Steam n'est vraiment pas du tout évoquée, et vraiment on va vers quelque chose de totalement différent. Donc je comprends pas trop ce titre. Pour l'instant, cette référence kryptonienne n'est pas trop assumée, donc c'est aussi étonnant d'appeler le premier tome l'ère kryptonienne, alors que si on parle d'un retour des kryptoniens pour détruire les civilisations, bah, manifestement c'est plutôt dans le tome 2 que ça va apparaître, tome 2 qui aura donc un autre titre. Donc voilà, il y a beaucoup de petites choses un peu étranges qui, moi, me retiennent un peu de m'immerger complètement, et surtout, c'est ce grand truc un peu fouillis fait qu'on a du mal à suivre vraiment une ligne directrice, à voir où ça va et avoir envie de se laisser emporter, ce qui est un peu dommage, parce que bon, comme vous voyez, il y a tellement de choses que ça peut finir en catastrophe, mais aussi ça peut aussi finir en quelque chose de tout à fait bien, parce que ça peut finir aussi en grande ambition qui porte un vrai projet octorial avec des pistes plus ou moins bonne, mais au moins assumée, avec une vraie histoire de DCverse Lovecraftien à la fin du 19e siècle. Il y a quelque chose qui pourrait être vraiment bien, mais voilà, pour l'instant, ça se mélange d'une façon qui est pas très claire, et je trouve que pour un premier tome, ça manque peut-être un peu de ligne directrice, ça manque un peu de promesses concrètes, ça fait un peu trop cliffhanger, mais cliffhanger de 300 pages, qui pour l'instant ne va nulle part, donc on verra, mais voilà, je suis pas totalement convaincu pour l'heure. Ouais. Benoît, c'est aussi ton avis? Moi, j'ai plutôt bien accroché. Je suis d'accord avec Siegfried sur le fait que pourquoi ce titre-là, alors que pour moi, c'est plus une suite à ce que tu disais, la malédiction qui s'abattit sur Gotham. Pour moi, c'est plus dans cette lignée-là, pas au niveau du dessin, mais au niveau simplement du récit. Et j'ai adoré tout le côté Lovecraftien. Je suis un grand fan de cette œuvre, et toutes ces références, cet âge kryptonien qui aurait été oublié, avec également la personne qui les défend, enfin qui protège ça, et qui essaye de barrer le chemin à une espèce de menace, donc qui vient. Donc on pioche sur plusieurs personnages qui reviennent de l'univers DC, mais déformés, calqués sur cet univers. Honnêtement, j'ai passé plutôt un bon moment. Après que ça s'appelle Batman,
Je pense pas que dans le titre original ça s'appelait Batman, mais je crois que c'est juste Kryptonite Age. C'est plus trop centré sur lui. Et je trouve ça plutôt bien. Parce que finalement, c'est. Non, honnêtement, j'ai passé un bon moment de lecture. J'attends vraiment la suite. Mais je crois que c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour demain. Hein. Parce qu'aux Ah, ça, j'ai pas regardé, mais... Aux États-Unis, c'est pas encore sorti la suite. Donc, Ah oui, ok. ouais. Donc, oui, on a au moins 1 an ou 2 d'attente. Ok. Mais Et donc, alors oui, ouais. Vas-y, si en Siegfried. anglais ça s'appelait bien Batman Gotham by Gaslight The Krypton Edge, donc Ah ouais. Ah mais ouais. effectivement, on sent que l'idée c'est plus de surfer sur le succès, l'espèce d'emblème qui est Batman Gotham by Gaslight, donc de surfer sur cette marque, que de Ouais. vraiment être en continuité, parce que même si c'est officiellement la suite, effectivement, on a une apparition vite fait de Julie Madison qui a épousé Bruce Wayne. Enfin, il me semble qu'elle l'a épousé à la fin Ouais. du premier Gotham by Gaslight. En fait, le lien est tellement ténu entre les deux qu'on aurait pu tout à fait s'abstraire de cette Ouais. référence-là. Tout à Oui, fait. non, c'est vrai que pour le coup, on a quand même. C'est vrai que le titre, Batman Gotham by Gaslight, est un titre racoleur, hein, puisque comme tu le disais, Siegfried, c'est quand même un titre qui avait marqué à son époque, et qui aujourd'hui, quand tu vois ça, tu te dis ah, ils refont un truc Gotham by Gaslight, j'ai hâte de lire ça. Et c'est vrai qu'une fois que tu ouvres le bouquin et que tu le lis, alors moi aussi j'ai passé un moment. Pour une fois, je prends la parole parce que c'est rare que j'ai lu les trucs au moment où on fait les podcasts, donc j'y vais à fond les gars. Mais c'est vrai que d'habitude je suis toujours à la bourre. Mais j'essaie j'essaie de m'améliorer, vous voyez. Et donc, en fait, c'est vrai que pour le coup, j'ai passé une bonne lecture, j'ai passé un bon moment, mais le côté Batman Gotham by Gaslight, alors un peu par l'univers Gotham by Gaslight, parce que quand même, ils essaient un peu de mettre l'univers, hein, surtout quand tu es à Gotham, plus qu'autre chose. Le reste, après, ça pourrait être n'importe quel univers, ce serait pareil. Mais je me suis quand même demandé si on n'était pas plus sur un livre Justice League ou je ne sais quoi que Batman, parce qu'en vrai, Batman fait quelques apparitions, il n'a même pas de rôle vraiment principal ou majeur. On découvre une pléthore de personnages, du coup, et c'est intéressant de découvrir toujours. C'est ce qui est vraiment parfois le plus excitant dans les Elseworlds, c'est de découvrir comment ils vont déconstruire et reconstruire leur univers avec des personnages qu'on connaît, comment ils vont les ancrer dans leur univers à eux. Et c'est là où ça devient intéressant. Et donc, on découvre la Catwoman, on découvre Wonder Woman, on découvre Superman, on découvre. Bon, j'ai pas envie de dévoiler tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de personnages qui sont réinventés. Et du coup, c'est intéressant de découvrir ça. Mais c'est vrai que un récit Batman, ouais, vite fait, quoi. Pour ce côté-là. Ce qui fait que la couverture est vraiment mensongère, parce que la couverture, c'est vraiment Ouais, on a l'impression qu'on va uniquement ouais. Batman devant une espèce de nuit gothique, de ville un peu industrielle de cette époque-là. Donc c'est vraiment Batman Gotham by Gaslight 1993, alors que ça correspond absolument pas à ce qu'on va voir ensuite Ouais, c'est vrai dans le qu'après, dans le récit, on sait pas vraiment ce qu'on retrouve. Alors que franchement, appeler ça DC 1193 par exemple, en imitant du coup Marvel 1602, ça aurait tout à fait sens par exemple. Ou même à la rigueur Justice League by Gaslight 1193, on aurait vu la référence et on aurait mieux assumé le projet. Enfin bon. C'est d'autant plus dommage que, comme vous l'avez très bien dit, moi j'ai beaucoup aimé la partie montagnes hallucinées Lovecraftienne, et à la rigueur, j'aurais très bien vu quelque chose, uniquement une réécriture des montagnes hallucinées, mais avec l'idée que ces civilisations anciennes ont été anéanties par Krypton, et donc faire une référence mélangée à la fois Lovecraft, Krypton, Amazon, tout ça dans cette espèce d'ambiance arctique, éventuellement avec Gotham. Enfin, ça aurait été une œuvre tout à fait intéressante et beaucoup plus linéaire que là, ce truc qui va vraiment dans beaucoup trop de directions différentes, et dont j'ai un peu peur que ça fasse exactement comme Vampire ou Dark Knight of Steel, en fait, une œuvre qui exploite pas tout à fait son univers, qui aille au bout de son histoire, mais de façon un peu frustrante, tout ça pour justifier plein d'espèces de tie-in ou de crossover ensuite. Bon, j'ai un peu peur que ça soit plus un prétexte pour faire une espèce de fourmillement d'œuvres avec une espèce de prétexte marketing à sortir plein de trucs sur un concept prometteur à la base qu'une œuvre vraiment forte, mais on verra bien. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les amis, vous savez que maintenant, on a aussi ce petit moment de notation pour nos auditeurs. Siegfried, ta note sur ce récit? 5 sur 10. 5 sur 10. Benoît? Je vais être plus généreux, je vais dire 5,1? 7. 7. Ah, bien, bien. Tu aurais eu une alerte, Benoît, on aurait pu faire sonner l'alerte. Moi, moi, je vais rester cohérent. Je vais mettre 7 également. J'avais mis 3,5 sur 5 dans ma review sur le site. Donc, 7, 7 et 5. Ça nous fait une petite moyenne. On doit être à quoi? 6, à peu près. 6 et Disons quelques, 6. on va dire 6. Très bien.
Voilà, les amis, 6 sur 10 pour ce Batman Gotham by Gaslight, 1893, tome 1, c'est un peu long à dire. Mais on attend la suite avec impatience, mais visiblement, il faudra être patient, les amis. Je vous propose d'enchaîner avec une autre lecture. Et juste avant d'enchaîner avec la deuxième lecture, notre dernier participant à ce podcast vient d'arriver. Bonjour, Kevin. Salut. Désolé du retard, les amis. Pas de souci. On connaît, on sait très bien que dans les rues de Gotham, il y a parfois quelques embouteillages. Exactement. Avec deux petits Robins en plus, alors ça va pas. Eh oui, c'est vite compliqué. Je comprends. Ici, ce qui te manque, c'est un Alfred. Exactement. Mais bon, il faut avoir les moyens pour cela. Bon, les amis, allez. Du coup, tu as raté Gotham by Gaslight, mais on va enchaîner maintenant avec Dark Knight of Steel All Winter. Hop. Je sais que le récit principal de Dark Knight of Steel était plutôt bien reçu dans l'ensemble. Pas pour tous. Je sais que Zephyr était plutôt moyen sur ça. Et ce All Winter, alors, dis-nous, Benoît, qu'en as-tu pensé, toi ? Donc c'est scénarisé par Jay Christophe et Tom Taylor, qu'on connaît un petit peu maintenant. Il passe le bonjour, il nous écoute certainement. Oui, voilà, comme tu l'as rencontré. Alors, de quoi ça parle ? Donc c'est un spin-off de Dark Knight of Steel qu'on avait vu, où ça se passait justement espèce de Game of Thrones, on va dire, version DC. Donc là, on se centre sur le personnage de Deathstroke, qui est un viking, qui vit dans une région, une contrée, pas un pays, mais sûrement une contrée un peu lointaine par rapport au récit initial. Et par contre, tout est en noir et blanc chez eux. Voilà, il y a une espèce de malédiction sur l'ensemble du coin qui fait qu'ils sont tous en noir et blanc. Et comme c'est un soldat, un mercenaire, on l'envoie buter quelqu'un. Évidemment, il va se passer un petit retournement de situation du fait que la personne qui doit buter, c'est une personne quand même assez importante et qui va peut-être changer la vie dans leur coin, quoi. Donc, effectivement, il va devenir plutôt le protecteur de cette personne on va dire le protecteur de cette personne. Voilà. On sent qu'il lutte pour pas spoiler le truc. Exactement. Donc, on recroise quand même à un moment donné. C'est pas un spoiler parce que c'est pas grand d'intérêt, mais on croise Batman à un moment donné. Donc voilà, mais il vient juste faire un coucou en disant vous voyez, on est bien dans la licence DC, hein. Vous avez vu. Voilà. Okay. Le récit en lui-même pour moi, il n'a pas un énorme intérêt en tant que lecteur de DC parce que on prend simplement la vie de Deathstroke qu'on met au temps des Vikings ou du Moyen-Âge et on mélange ça un peu avec, si vous êtes joueur, avec God of War, par exemple, qui a fait un carton en jeu vidéo. On mélange un petit peu tout ça, on le met là. On mélange aussi un autre comics, je ne sais pas si vous avez lu en indé, qui s'appelle Chroma. Et voilà, on a ça. Ça n'a pas une énorme originalité, pour moi en tout cas. C'est sympa à lire, de là à acheter l'album. Plus il y a un deuxième récit qui se base sur Aquaman, qui est sympa. Mais sans plus non plus. C'est plutôt rigolo de le voir être élevé par Martha Kent, je crois, par les Kent, plutôt que Superman. Voilà. Si vous tombez dessus, pour moi, en occasion, faites-vous plaisir. De là à l'acheter, je suis pas sûr. D'accord. Siegfried, c'est aussi ton avis ? T'es moyennasse dessus ? Oui, je suis très dubitatif. Donc, on l'a pas dit, le premier récit est scénarisé par Jay Christophe, qui est un roman de young adult de fantasy assez réputé, et dessiné par Tirso. Et donc, c'est le deuxième récit sur Aquaman, qui lui est scénarisé par Tom Taylor et dessiné par Riccardo Federici, donc dans les lignées des Dark Knight of Steel. Okay. Oui, la première aventure, effectivement, repose sur plein de clichés. Comme on l'a dit, c'est un peu Mandalorian rencontre God of War. C'est vraiment les références au graphisme des deux derniers jeux God of War sont assez évidentes. De même que, je parle du Mandalorian, mais ça pourrait être 1000 références. Le vieux guerrier aguerri qui doit tuer un enfant et qui finalement décide de l'aider, de le protéger dans sa quête. Je suis désolé, c'est un trope qui est littéralement aussi vieux que l'humanité, qu'on a déjà vu beaucoup trop de fois, y compris récemment. Et vraiment, toute l'histoire est juste une succession de clichés qui n'est pas forcément très intéressante. Et il y a cet enjeu qui pourrait être à rigueur intéressant de monde en noir et blanc,
qui doit du coup peut-être vaguement retrouver la couleur. Mais le problème, c'est que bon, déjà pendant les, je sais pas, les 30 premières pages, on se rend même pas compte que le fait que ce soit en noir et blanc est dans l'univers. On se dit juste que c'est un parti pris graphique et donc il faut vraiment que les personnes disent explicitement: «Mon Dieu, la couleur existe», pour qu'on se rende compte: «Ah en fait, pour eux aussi, le monde est devenu noir et blanc suite à une catastrophe». Donc déjà, ça casse un peu l'immersion qu'on peut avoir dans cet univers puisqu'on n'a même pas compris le problème à la base. Forcément, ça bloque un petit peu et c'est aussi une idée très young adulte en fait, hein, parce que c'est aussi un truc qu'on a déjà vu dans Le Passeur et dans plein de romans et dans plein de films d'ailleurs. Le monde en noir et blanc qui retrouve de la couleur par certains procédés. Bon, il y a vraiment rien de neuf et l'intrigue, c'est un peu une question de clichés. Comme dit, le second récit est un peu plus intéressant, Heir to the Sea, donc qui est une espèce de what if. Martha et Jonathan Kent étaient des deux grands guerriers médiévaux qui en fait recueillent Aquaman plutôt que bébé plutôt que Superman. Parce que Superman, on sait qu'il a déjà une histoire dans Darkness of Steel, donc c'est pas une mauvaise idée. Le seul problème, c'est que ça va vraiment pas très loin, c'est à peine exploré parce qu'en fait, dès qu'Aquaman est adulte, l'histoire s'achève. Donc c'est vraiment, ça se repose vraiment juste sur cette idée-là, qui est marrante de voir comment les deux là en viennent à accueillir Aquaman et à l'adopter et à le faire grandir. Mais ça s'interrompt très rapidement. On sent que ça pose les jalons d'une suite. Et du coup, il y a quand même une espèce de goût d'inachevé. On a presque l'impression que c'est juste un cliffhanger en attendant la suite dans le tome 2, par exemple. Alors que le quatrième de couverture nous annonce bien que c'est un récit complet. Bon, je trouve que c'est un peu du marketing mensonger quand même, parce que quand on lit récit complet, on s'attend quand même à ce qu'il y ait un vrai arc narratif avec une vraie conclusion. Et c'est vraiment pas du tout le cas. Encore une fois, ça pose vraiment juste les jalons d'un personnage à venir. Et pareil, c'est un peu dommage parce qu'on se dit que ça pourrait être intéressant. Il y a une seule scène qui est une espèce de scène Smallville de l'enfant qui découvre ses pouvoirs, par exemple, et donc comment ça fait si à la place d'un Clark Kent qui découvre ses pouvoirs de Superman en tant qu'enfant et ses relations, du coup, comment ça se dévoile d'un coup et comment ça le met un peu en marge de la société. Là, c'est Arthur Curry qui, lui, parle aux poissons. Et donc, ça pourrait être intéressant. Et pour le coup, je me suis presque dit, pourquoi ne pas en faire un thème à part? En fait, tout un tome sur Darkness of Steel, Heir to the Sea, où c'est uniquement comment Arthur Curry remplace Clark Kent et toute une espèce de Smallville mais médiévale avec cet enfant qui découvre ses pouvoirs et avec tous les trucs qu'on a déjà vus sur Superman mais qu'on verrait cette fois du point de vue à la fois d'Aquaman et dans un monde médiéval avec une histoire complète qu'il verrait grandir et qui raconterait vraiment quelque chose. Ça aurait pu être un peu plus chouette que d'avoir une histoire cliché et à côté une histoire qui est une espèce d'amorce vague d'histoire qui passe en fait sur tous les trucs qui auraient pu être intéressants pour vite se conclure sur le début de quelque chose qui en fait ne va sans doute même pas continuer. Donc voilà, c'est un peu étrange. Et pour Après, c'est peut-être le format hardcover qui piège un peu Urban dans ce truc-là, quoi. Non? Parce qu'aux bah, US, du coup, c'est un peu différent, puisque tu peux avoir vu l'un et pas l'autre, et vu que oui, c'est en c'est, floppy, tu vois. oui, sauf que voilà, c'est comme dit, le quatrième de couverture dit vraiment que la seconde histoire est un récit complet. Bon, j'appelle pas ça un récit ni complet, c'est juste une historiette à la rigueur, c'est un tie-in, mais du coup, c'est presque étrange de voir une histoire indépendante qui est quand même un peu mineure et qui est vraiment, on lit, complètement à la marge de l'univers de Darkness of Steel. D'ailleurs, quand on voit Batman dit lui-même: Ah, je sais pas trop où je suis allé vraiment très très loin de mon monde, je suis un peu perdu. Donc, c'est vraiment pour dire, ça se passera très très loin. D'ailleurs, Batman arrive, il repart. Ça sera sans doute jamais évoqué dans les prochains Darkness Hostile, même si on revoit Batman. Donc c'est vraiment juste pour faire le raccord avec cet univers-là, mais c'est vraiment complètement parallèle. Et de même, Arthur Curry, comme c'est un récit complet sur une amorce, pareil, ça n'aura aucun impact. C'est presque étrange de vouloir étendre l'univers de Darkness of Steel avec deux trucs mineurs, secondaires, se passant complètement en marge et ne reconstituant pas tout l'univers, n'approfondissant pas l'univers. On a presque l'impression qu'on a donné à Jay Christophe une liste de personnages qui ne seront jamais exploités dans Darkness of Steel en disant voilà, ça tu les mets loin de nous, t'en fais l'histoire que tu veux, ça n'aura aucun impact sur la continuité, donc amuse-toi juste avec ces personnages-là, t'en fais ce que tu veux dans ton coin, et puis laisse-nous tranquille. Bon, je trouve que c'est un peu dommage, parce que ça en fait quelque chose de vraiment mineur, qui n'exploite pas grand-chose, qui va pas très loin narrativement, qui témoigne pas de beaucoup d'ambition. Bon, pour un espèce de renouveau d'un label Elseworlds, c'est pas ça qui va vraiment inspirer confiance dans la suite. Ok, ouais, non, mais je comprends. Mais c'est vrai que c'est toujours délicat hein, dans les petits récits comme ça en complément, en plus d'une histoire qui est déjà un Elseworld à la base. Et là, du coup, on a un autre auteur qui vient sur le truc et qui propose son truc un peu à part. Bon, c'est un petit peu particulier, mais bon, c'est vrai que ça mériterait peut-être d'être plus développé, comme tu dis, Siegfried. Dommage que ce soit pas autant le cas que ça, en tout cas. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les amis, ou est-ce qu'on passe aux notes? Passe aux notes. Allez, Benoît, ta note pour Dark Knight of Steel All Winter. On va dire pour le
Tu sais comment Pour on l'encre, disait pour l'encre, papier, l'encre? Non, je suis méchant quand même. Non, peut-être pas. un 5. Un 5. 5. Allez, 5 sur Ouais, 10. Pas 5. mal. La moyenne. Pas mal, Siegfried, 5 aussi. 5 aussi. Kevin, tu l'as pas lu, hein? Non, je l'ai pas lu et je Ok, peux ok, dire les ok. raisons pour lesquelles je l'ai pas lu. Moi, j'ai tapé l'incruste, tu sais, mais j'ai rien lu en fait. J'ai vu quelqu'un, il dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Il a vu la lumière. Et ouais, Ah, mais je non, l'ai mais pas lu parce je que voulais juste, voilà, je sais que a priori, on te garde chaud pour le dernier récit. voilà. Mais je l'ai pas Donc, lu parce que ça m'a pas vraiment attiré plus que ça. Comme j'ai vu déjà que c'était un spin-off et j'avais feuilleté déjà un peu, franchement, ouais, ça m'a pas du tout attiré. ouais, non, c'est sûr. Voilà. Siegfried, pardon, ma note, tu as dit 6? 5. 5. Donc Ah, 5 et 5. 5, moyenne 5, facile pour moi. Voilà, même en n'ayant pas fait de maths sup, je m'en sors. Du coup, 5 sur 10, les amis, pour Dark Knight of Steel All Winter. Et je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la troisième lecture de ce mois-ci. Et attention, c'est une spéciale Benoît, bien entendu, Ah, ça, c'est puisqu'on dédicace à revient sur Benoît. Ouais. DC Vampires, mon ami. DC Vampires World War V. Bon, Tome la 1. review écrite, Benoît, c'est pour quand? Et la Eh ben, revendre sur Vinted. Nos auditeurs nous demandent quand est-ce que tu le Déjà, revends ouais, sur ouais. Vinted. Ils le sont toujours d'ailleurs. Si vous regardez sur Vinted, son compte, il est toujours. ouais, ils sont là, j'ai une petite pile à vendre. Je voulais vendre les 3, mais en fait, le premier, il a été dédicacé par Otto Schmidt, donc je vais pas le vendre. Du Hein, coup, tu ce le serait gardes. con. Bon, faut le garder. Faut le garder. Ce serait con. Eh ben, écoutez, donc on est dans la continuité des 3 premiers en termes d'histoire, puisque c'est vraiment la suite. On nous avait dit que c'était un récit complet en 3 volumes la première fois. C'est faux. C'est faux, totalement faux. Là, je crois que ça sera également en 3 tomes, si je dis pas de bêtises. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on est sur on revient un petit peu aux bases. Donc, Batgirl est reine des vampires. Ouah, on a quelques humains qui restent quand même là et qui essayent de lutter. Il y a une espèce de trêve qui s'est organisée avec on tue pas des humains, on tue pas des vampires et tout va bien. Et chacun reste dans son coin. Dans la réalité, c'est pas du tout ça. Hein. Tout le monde fait ses petits coups en douce. D'un côté, Oh, on a aussi c'est les salauds. Et on a quand même une troisième partie qui est Damian Wayne, qui lui est un vampire, mais qui est pas pro-vampire, hein, qui est plutôt du côté des humains, mais il est très actif par contre le bonhomme. Et il n'est pas actif dans l'ombre comme son grand-père lui avait appris. Non, non, lui il fait ça un petit peu au grand jour. Et qu'est-ce qu'il décide? Il décide d'aller buter Batgirl. Il y arrive, enfin, il commet un attentat en tout cas. Et du coup, bah, il n'y a plus de reine, il n'y a plus de roi des vampires. Et bah, du coup, c'est la merde. Voilà. C'est la merde au niveau de la direction des vampires, puisque du coup, qui sait qui va prendre la suite ou pas? Eh bah, c'est un petit peu une guerre j'arrive plus. Intestine. Intestine, merci. J'étais sur incestine, mais je savais qu'il manquait une lettre. Incestueuse, c'est autre qu'elle est chose, pas. ouais. Voilà, c'est ça. Bon, chez les vampires, généralement, il y a toujours un peu d'inceste qui traîne. Non, 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 on va Euh, pas aller sur ce terrain-là, les amis, non, on va pas sur ce non. terrain-là. Bon, vous voulez regarder une bonne série sur les vampires, regardez True Blood. Bon, bref. Donc, du coup, c'est un petit peu la merde. Effectivement, puisque les humains, eux, ils veulent toujours secourir des humains qui sont soi-disant dans des fermes pour produire du sang, hein, parce qu'évidemment, c'est des vampires. Damian Wayne veut toujours foutre la merde. Et les vampires veulent quand même toujours éradiquer les humains parce qu'il faut pas déconner. Ce qui est con, c'est que quand tu butes pas ton gibier pour pouvoir. Bon, bref. On est un petit peu là-dessus, on n'est pas sur du haut de gamme au niveau intelligence. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a toujours Damian Wayne qui, lui, est vampirisé, mais qui garde quand même ses souvenirs et puis qui est toujours à peu près qui il était. Mais par contre, on a tous les autres super-héros qui ont été transformés en vampires qui sont toujours aussi débiles, puisqu'ils sont vampirisés, donc du coup maintenant ils sont vampires, et puis maintenant voilà, ils sont vampires, c'est leur priorité, c'est de boire du sang et d'avoir la nomination vampirique. Est-ce que tu veux dire que leurs instincts animaux ont pris le dessus? Exactement. Donc du coup, c'est un peu particulier, étant donné qu'il y en a qui ça marche et d'autres ça marche pas. Les humains, on a toujours une Lois Lane qui est là et qui dit faut faire les choses bien, hein, alors que les autres veulent essayer de faire les choses un peu différemment, voire carrément rentrer dans le tas. Donc il y a toujours voilà, c'est un peu la merde partout. Et ben vous savez quoi? Et ben c'était mieux que les 3 premiers.
Ouais, Oh non, mais putain. c'était un peu mieux parce que déjà, non, je vais vous dire pourquoi. Parce que les dessins, alors c'est pas tout le temps Otto Schmidt, mais déjà, ça déconne pas par rapport aux 3 premiers où on avait je sais plus quel dessinateur, où c'était en noir et blanc et c'était dégueulasse. Là, au moins, on a à Merci peu pour près lui. une ouais, non, mais ouais, oui, bah, c'était dégueulasse. Je sais On a à pas peu qui c'est, près mais une cohérence sur l'ensemble du bouquin déjà. C'est mieux. Voilà, on arrive à suivre, on reconnaît les personnages, ce qui est déjà pas ouais, mal, c'est déjà pas mal. et ça avance. Donc, c'est toujours pas la folie en termes de scénar parce que les personnages sont pas loin d'avoir le QI d'une huître, mais au moins ça avance un peu dans l'intrigue. Et puis bon, allez, quitte à faire du n'importe quoi, il faut dire que évidemment tout le monde se cherche et que à la fin, il va y avoir Darkseid qui va arriver pour péter la gueule à tout le monde, puisque évidemment il y a plus de Kryptoniens, il y a plus de Superman. Euh, voilà. Ok, Siegfried, pour toi, du coup? Euh, Bah déjà, je comprends pas très bien le projet parce que, comme on l'a dit, il y a des super-héros qui deviennent des vampires et qui du coup ne pensent plus qu'à boire du sang, mais il y a aussi des vampires qui sont intelligents et qui s'opposent aux vampires. Je crois qu'on n'a jamais vu aussi peu de morts et aussi peu de gens transformés en vampires. Je me demande même s'il y a un seul mort ou une seule personne transformée en vampire dans l'intégralité du comic. Donc finalement, le fait qu'on ait des vampires ou pas n'a vraiment plus aucune importance. On aurait n'importe quel prétexte pour opposer des camps. Ils seront hypnotisés, ils sont des vampires, ils sont des zombies. Ils s'affrontent les uns les autres pour des raisons morales. N'importe quel prétexte pourrait donner lieu à exactement la même histoire. Et comme dit, tout ça, c'est pour amener Darkseid à la fin sans aucun lien avec l'intrigue vampiresque, qui finalement n'a pas grand impact. Donc, l'univers DC Vampires, on le ressent pas trop. Pourquoi DC Vampires World War? J'ai pas l'impression que le scope est tellement grandi par rapport au précédent DC Vampires. De toute façon, ça concernait déjà a priori le monde entier. Et puis, ça, là, l'intrigue se passe aussi déjà aux États-Unis. Donc, pourquoi World War? À part pour mettre un grand nom qui fait encore plus blockbuster, alors qu'en fait, bah, c'est la suite directe de l'intrigue avec exactement le même univers et les mêmes lieux. C'est pas forcément plus intéressant. À la rigueur, ça deviendra Inter-World War quand on aura l'arrivée de Darkseid, mais encore une fois, quel est le lien avec les vampires? Ces vampires n'ont pas de psychologie de vampire, d'ailleurs, ils n'ont pas de psychologie du tout, hein. De toute façon, c'est vraiment un prétexte à gommer toute la personnalité des personnages. À part 2 ou 3 personnages, absolument personne n'est intéressant. Damien, à la rigueur, on le reconnaît un peu. Alfred aussi a un rôle qui est à la rigueur assez sympa. Les autres, on ne sait pas trop pourquoi cette idée de Barbara qui devient reine vampire et qui du coup n'est plus du tout Barbara. Wonder Woman, pareil, qui est l'une des méchantes principales, qui n'a absolument plus rien à voir avec Wonder Woman. Bon, bah c'est vraiment un peu étrange parce que pour un truc qui était à la base quand même piloté par Tom Taylor, même si là c'est Matthew Rosenberg qui le remplace, on ne comprend pas trop pourquoi cette idée d'une transposition du monde d'ici chez les vampires donne lieu à quelque chose qui ressemble aussi peu à l'univers d'ici à la base et à quelque chose à ce point chaotique et brouillon avec plein de personnages, plein de bons, plein de péripéties dans tous les sens, mais qui fait un peu vain. On a quand même 2 backups dans DC Vampires World War, un sur Black Lightning qui pour le coup rejoint vraiment ce qu'on dénonçait tout à l'heure, les trucs en noir et blanc, bizarres et moches dans les tomes précédents. Bah pareil, c'est un peu le cas, on comprend pas trop. Ce Black Lightning, on l'avait déjà vu dans un backup d'un tome précédent, il me semble, et bah du coup, on achève un peu son arc d'une façon un peu curieuse. Et surtout, il y a un backup sur Batmite, qui à mon avis est ce qu'il y a de mieux dans le volume, parce que Batmite arrive avec un style très cartoon dans cet univers DC Vampires, et donc Batmite, ben, il admire Batman, sauf qu'il découvre que Batman est mort. Du coup, il doit se chercher un autre modèle, sauf que dans un monde de vampires, ben, tout le monde meurt. Du coup, chaque fois qu'il se trouve un nouveau modèle pour remplacer Batman, ben, ce modèle meurt et du coup, il doit en chercher un autre. Donc, au moins, c'est cartoon, même si ça a pratiquement aucun lien avec les vampires. C'est juste vraiment un backup humoristique qui n'a rien à voir avec rien. Mais au moins, c'est drôle. Pour le coup, on reconnaît Batman, donc on reconnaît enfin un personnage de l'univers d'ici. Le graphisme correspond vraiment à ce qu'on nous promet, donc c'est cartoon, c'est vraiment très chouette, c'est amusant, c'est léger. Enfin, au moins ça correspond à une certaine attente et c'est pas décevant, même si voilà, ça reste quand même complètement mineur pour un volume qui est très décevant et auquel moi je mettrais un 4 sur 10 encore pour être gentil. Parce qu'au moins Otto Schmidt dessine parfois plutôt bien. Il y a plein de fois où c'est un petit peu raté, mais enfin quand il essaie de faire des choses classe, parfois c'est vraiment très classe. Donc c'est au moins un bon dessinateur, à défaut de dessiner un univers qui est vraiment très intéressant. Et on préférait qu'il mette ses talents chez des scénaristes le plus intéressants et pour des mondes plus intéressants que ce DC Vampires World War de Matthew Rosenberg. Ok, donc note déjà donnée par Siegfried, 4 sur 10. Benoît, pour toi, ta note? Ouais, j'allais dire 3,5, tu vois, mais Ah bon, bon? allez, D'accord, parce que l'effort d'Otto on Schmidt, je était vais dire 4 vraiment, on aussi. était vraiment bas dans les premiers, alors, parce que si c'est le meilleur pour toi et que t'es qu'à 3,5.
Ah oui, dans le premier, c'était pour le premier, c'était le papier et l'encre qu'il fallait noter, c'était pas le reste. Ah bah Ah ok, oui, ok, oui. je Ah oui. respecte oui. ton avis. Donc 3,5 et 4, il faut que je tranche les amis, donc ça va être Non, 4. mais mets 4, Non, là, oui, on met mets 4. 4. Non, On met mets 4. 4. C'est 3,75 si vous voulez vraiment la moyenne précise, mais bon, on arrondit à 4. Précis, il faut être précis. Voilà, on arrondit au point supérieur ici, on est gentil, on est généreux. Sur ce DC Vampires World War V, tome 1, et j'attends la suite avec impatience pour voir si Benoît pourra monter jusqu'à 4. Les amis, Compléter sa collection. il est temps de passer, pour compléter effectivement la petite vente Vinted, maintenant il est temps de passer, les amis, à notre dernière lecture, et j'ai l'impression que ça va être un gros morceau. Alors je vous préviens tout de suite, on va lancer Kevin dessus, mais je vous préviens tout de suite, les amis, on va faire ça en 2 parties. La première sans spoiler. Voilà, vous êtes tranquille, vous êtes avec nous, vous êtes chill, pas besoin de se stresser. Par contre, deuxième partie de cette review, il y aura du spoiler parce que l'équipe me l'a demandé et apparemment ils ont des choses à balancer. Donc, sur ce, les amis, Kevin, je te laisse la parole pour nous parler de ce tome 3 d'Absolute Power. Allez, Sans sans spoiler. spoiler. Alors, c'est la suite, donc, et le dernier tome. Heureusement que c'est le dernier tome d'ailleurs. On commence par. On commence bien, on commence On bien. commence bien. On commence bien. Non, mais le deuxième tome, j'ai été un peu gentil, mais là, le troisième, je vais être moins gentil quand même. On commence Ok. déjà par Défoncer ouvrir sa le race. récit. On commence déjà par ouvrir le récit. On a 3 beaux chapitres sur Amanda Waller. Alors, quand je dis beau, c'est voilà, c'est de l'humour, hein. Mais on a une sorte d'origin story d'Amanda Waller avec 3 chapitres entiers. Alors, si on est fan de Amanda Waller, ok, on va aimer. Mais si on s'en fout totalement d'Amanda Waller, franchement, on s'en fiche complètement de ces 3 chapitres. Ça explique pourquoi pourquoi elle est comme ça, en fait, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'elle a une forte haine auprès des super-héros. Voilà, donc sur les 3 chapitres, ça parle de ça. Enfin, pas vraiment. Moi, Ensuite, j'ai tout pas compris quel rapport il y avait entre son histoire et les super-héros, hein, mais bon. j'allais venir dans la partie spoiler, mais oui, je peux en parler un petit peu. Alors, Enfin, c'est vrai que c'est. Non, non, mais je vais pas spoiler, je vais pas spoiler. Ok. Je sais, je vais pas spoiler, pas de souci. Mais en gros, on peut deviner pourquoi, voilà, elle réagit comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux. C'est carrément même tiré par les cheveux. Enfin, je trouve que son origin story, elle est complètement bâclée. C'est un truc. C'est pour ça que je dis, si on aime le personnage, on peut essayer de comprendre. Bon, pourquoi pas, voilà, on va bien aimer. Mais franchement, pour moi, ça servait à rien du tout de faire ça. Mais bon, c'est que les 3 premiers chapitres. Déjà, commencer par 3 chapitres entiers sur un Absolute Power, sur un event comme ça, je trouve que c'est juste pas possible. Moi, j'ai ouvert le bouquin, j'ai commencé à lire les 3 chapitres, je me suis dit, ouais, ça va être encore long là, je pense. Là. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc après, heureusement, on a quand même un chapitre sur Green Lantern, parce que, bien sûr, si vous avez lu les récits Dawn of Green Lantern et Dawn of Green Arrow, là, les suites, on les a ici, dans Absolute Power, chose qui n'est pas terrible, mais bon, voilà, on a quand même les suites. On a un chapitre sur Green Lantern qui est plutôt bon, voilà, c'est ultra léger, voilà, ça introduit un nouvel ennemi pour Green Lantern, on va dire. Ensuite, on a un chapitre sur le fils de Superman. C'est ça le problème aussi, c'est qu'on a beaucoup de tie-in et on est obligé de détailler chaque chapitre. Il y a vraiment trop de tie-in. Il y a un chapitre, Tu veux dire c'est le bordel. c'est le bordel. C'est le bordel. Et là, franchement, le tome 3, pour moi, c'est la goutte d'eau parce que, ok, le tome 1, on avait 2 gros chapitres, les récits principaux, le reste c'était des tie-in. Le tome 2, c'était que des tie-in aussi. Là, pour moi, c'est trop. C'est beaucoup trop. En plus, c'est épais, il y a quand même pas mal de pages. Et on a un tie-in aussi sur le fils de Superman, aussi dans ce récit, où là, pareil, on se fait chier un petit peu quand même. Ça parle du fils donc, de Superman, qui est, la reine Brainiac n'a plus de contrôle sur lui, sauf que je ne sais pas pourquoi, et ils ont décidé, les scénaristes, qu'il y avait encore une petite partie d'elle en lui, et donc il fallait qu'il raconte un petit peu, il fallait qu'il tire un peu sur la ficelle là-dessus, mais franchement, ça sert strictement à rien. Pour moi, c'était un chapitre qui servait à rien du tout. On continue sur Superman. On a un autre tie-in du coup sur Superman qui est aussi totalement oubliable. Euh,
On le voit donc avec Zatanna qui traverse quelque chose pour, pour faire quelque chose, mais qu'à la fin, ils sortent de ce quelque chose. Et voilà, c'est bon, on passe à autre chose. Il y a un chapitre, alors que j'ai plus ou moins aimé, c'est le chapitre de Tom King avec Wonder Woman. Euh, alors là, Tom King, pareil, il a encore craqué. Euh, c'est un chapitre. Alors moi, j'aime beaucoup le duo qu'il a fait avec Wonder Woman plus Robin. Je trouve que ça marche super bien déjà dans le tome précédent. On avait toujours ce duo-là, Wonder Woman Robin. C'était plutôt pas mal, je trouve. C'était intéressant à voir. Mais là, on a Steve Trevor qui débarque. Et là, tout devient gnangnan. On dirait le truc, on dirait une comédie romantique. Il y a Wonder Woman et Steve Trevor qui se roulent des pelles tout au long du chapitre. Ils font que ça, se rouler des pelles. Même Robin, il dit c'est bon, arrêtez de déconner, il faut se dépêcher. Voilà, on va T'es sauver le monde. jaloux. Tout. T'es jaloux, c'est tout. Tu peux le dire, Kevin, tu peux le dire. Non, moi j'ai une femme, je peux rouler des pelles, il n'y a pas de souci. Mais voilà, le truc, c'est que c'est étonnant de la part de Wonder Woman, parce qu'ils sont là pour aller libérer tous leurs copains, tous les amis qui se sont fait emprisonner. Et au lieu de faire un vrai truc, je sais pas, un truc style Prison Break, enfin j'en sais rien, quelque chose, une grande évasion ou quelque chose, non. On a une histoire d'amour entre Steve Trevor et Wonder Woman. Ok, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Bon, on peut se rouler une pelle. Mais là, c'est trop. Même Robin, il dit, ah, c'est dégueu. Même là, Robin, le comportement de Robin, je trouve que c'est un peu bizarre. Ah, c'est dégueu, c'est dégueu. Enfin, c'est bon, quoi. Robin, il est adolescent, il a grandi. C'est bon, quoi. T'en as vu en plus des choses, Robin. C'est pas comme si, voilà, il dit dégueu, dégueu, comme si c'était un petit gosse, là, de 7 ans, 8 ans. Donc voilà, c'était assez insupportable à lire. Ce que j'aime bien aussi, d'un autre côté, c'est le chapitre avec Green Arrow. Parce que là, on a un Green Arrow qui fait un peu son Batman, et où il a un plan secret. Pour une fois, c'est lui qui a le plan secret. Il fait un peu agent double. Il est du côté d'Amanda Waller depuis le début. Forcément, on se dit forcément qu'à un moment donné, bah non, en fait, il n'est pas vraiment de son côté, qu'il fait quelque chose en secret. Donc là, on découvre un peu ça. Et j'ai bien aimé ce côté de Green Arrow. Et le tout dernier chapitre, bien sûr, il est à la fin parce que ça clôt un peu cet event, où on y reviendra, je pense, un peu plus dans les spoilers, mais c'est le quatrième et dernier chapitre principal. Et pour moi, ces 4 récits étaient largement suffisants. C'est pour ça, aux États-Unis, à mon avis, ils peuvent lire uniquement ces 4 chapitres-là, et ça suffisait amplement. Et ça ramenait le récit, enfin, il redevient court, pardon, en 4 chapitres, mais c'était largement suffisant. Ça dit l'essentiel, ça avance tout droit. En plus, c'est dessiné par Dan Mora, les dessins sont incroyables. Le récit avance, il y a de l'action, ça, voilà. Même si la fin, franchement, je l'ai trouvé vraiment bâclé. Ce dernier chapitre-là, c'est bâclé, mais d'une façon, c'est extrêmement rapide. Donc non, moi, je suis assez déçu de ça. Mais voilà, pour moi, les 4 chapitres restent les principaux à lire pour moi. Tu veux Le dire que reste, si tu lis juste les 4 chapitres principaux, qui sont donc les Absolute Power, numéro 1, 2, 3 et 4, qui ont été dispersés dans les 3 tomes, ça suffit, t'as pas besoin de lire le reste à côté, c'est totalement superflu ou... Alors, il y a quelques récits que je me souviens, surtout dans le tome 1, où ils sont utiles, on va dire. Mais sinon, si vous êtes curieux, si on est curieux, ils sont utiles. Mais sinon, je pense qu'on peut quand même s'en passer. On peut deviner un peu. Ça explique grossièrement ce qui s'est passé, comment Felsefi est revenu, tout ça. Mais sinon, je pense que oui, ça suffit largement. Sauf si vraiment on est curieux et qu'on a envie de tout savoir. Mais là, vous allez un peu vous faire chier quand même. Mais je finirai sur une note positive parce que je voulais absolument finir sur une note positive. On comptait sur toi. Voilà, c'est que je dirais qu'une chose, c'est que l'Absolute Power, ça reste quand même mieux, je mets bien entre guillemets le mieux, que Planète Lazarus et Night Terror. Quand même. Quand même. Ok. Voilà. Ok, donc Voilà, parce que on est sur un seul tome DC Vampires où moi je m'attendais à une note sympa, tu vois, parce qu'il m'a dit ouais c'est vachement mieux que les autres avant et il m'a sorti 3,5, Benoît, tout à l'heure. Donc, mais 4, ok. 4, 4. 4, oui, il a changé sa note à la fin. Ok. On en parlera plus, Alors on est du coup, toujours... j'en parlerai plus dans la partie spoiler. Ouais, parce qu'il y a la partie spoiler aussi, donc
Siegfried, si tu veux, toujours sans spoiler. Oui, bien sûr. Bon, alors ce qui m'intriguait au début, c'est effectivement ces 3 fascicules sur Amanda Waller, parce qu'ils sont scénarisés par Don Ridley, qui est un peu l'auteur afro-américain de comics vraiment connu, à qui on confie la plupart de ces projets-là, dont on sait qu'il est militant. Donc on se dit, bah voilà, il traite un peu le personnage afro-américain le plus important de DC Comics actuellement. C'est plutôt intéressant. Est-ce qu'il va apporter un propos racial et social à tout ça? Ça en donne l'impression au début, parce qu'on peut se dire qu'effectivement, il y a cette idée quand même qu'elle devient méchante, parce que c'est aussi une femme afro-américaine dans une criminalité afro-américaine, mais qui en fait est la conséquence d'une domination blanche corrompue. Et en fait, pas vraiment, parce que, bah, plus l'histoire avance et plus on comprend que les excuses qu'Amanda Waller pouvait se trouver dans les drames qu'elle a vécus, n'en sont en fait pas, et qu'en fait elle a toujours été pourrie et que même les personnages afro-américains qui l'entourent sont aussi pourris. Elle va voir le président des États-Unis d'ailleurs est lui-même afro-américain, et bon, bah, c'est une espèce de lavette qui se plie complètement devant Amanda Waller. Elle va aider un politicien afro-américain aussi, mais dont on découvre en fait qu'il est tout aussi corrompu, et en fait elle lui fait une crasse pas possible. En fait, on comprend pas trop ce qu'elle veut faire exactement, parce que même si son prétexte c'est de restaurer l'ordre, en fait chaque fois qu'elle fait quelque chose, c'est complètement immoral, elle ment, elle truque, elle manipule, elle fait chanter en permanence, y compris auprès de ses enfants, comme des personnes qu'elle essaie de manipuler. Donc comment est-ce que tu prétends restaurer, enfin chercher un plus grand bien, alors qu'en fait elle sème plus de chaos sur son chemin que tout ce qu'elle essaie de résoudre en fin de compte. Alors, et puis vraiment jusqu'à la fin du tome, elle essaie de nous faire croire que elle, son but c'est de restaurer le chaos, enfin de restaurer l'ordre, mais en fait t'as jamais créé le moindre ordre dans toute ta carrière, et tout ce que t'as fait, ça visait explicitement le chaos à chaque étape, et même avant même les drames qui t'arrivaient, qui t'ont servi d'excuses. Donc en fait, on ne comprend pour un truc qui s'appelle Origins et qui est supposé raconter enfin l'histoire d'Amanda Waller, qui est quand même teasée depuis un sacré bout de temps. Et Amanda Waller, ça fait longtemps qu'elle est dans le paysage et qu'on n'arrête pas de la mettre en avant dans les films, dans les séries ici. Bon, c'est extrêmement pauvre, je trouve, de la montrer comme ça. Et pour le coup, ça lui trouve au moins aucune excuse. On se dit vraiment, on la déteste et on continue à la détester sans aucune excuse. C'est à la rigueur, pourquoi pas, mais pour un truc qui peut être raconter des origines, c'est un peu étrange. Surtout que voilà, il y a cette idée qu'elle déteste avant tout les super-héros. Elle est complètement convaincue que les super-héros sont une menace. Pourquoi pas. Elle n'arrête pas de dire d'ailleurs que le fait que super-héros existe nous dépouille, nous, de notre libre arbitre. Donc ça, je suis entièrement d'accord avec ça, hein. C'est un truc que j'ai d'ailleurs décrit dans quantité d'articles universitaires. Et donc c'est une piste qui est intéressante. Mais enfin, c'est un débat philosophique et politique à la rigueur. Dire que même si les super-héros font le bien, le fait qu'ils fassent le bien à la place d'êtres humains, ça nous dépossède de notre responsabilité. Ça fait qu'on leur fait confiance pour faire le bien. Et comme nous, on n'a aucun moyen de faire un bien proportionnel à celui que font les super-héros, bah finalement, on est dépossédé de notre libre arbitre. C'est intéressant comme sujet. Mais on ne part pas de ce postulat philosophique intéressant qui nous interroge sur notre responsabilité à massacrons tous les super-héros qui font le bien. On est d'accord? Enfin, c'est quand même un peu extrême comme position. Et puis, quel est le lien Oh. avec le fait que l'une des nombreuses filles d'Amanda Waller a été violée et tuée par un criminel afro-américain qui a ensuite été tué par son mari, et son mari est mort aussi dans la bagarre. Attendez, il n'y a aucun super-héros qui intervient à aucun moment là-dedans, en fait. Justement, Et, ils étaient pas là. et elle découvre ensuite, avec le dossier, que en fait, tout ça, c'était un complot, parce que, cette affaire du meurtre de sa fille impliquait des politiciens. Mais en fait, on sait pas trop comment, on sait pas trop quel rapport entre on a une espèce de, voilà, de gangster afro-américain qui séduit apparemment des filles avec des bonbons, qui les viole et qui les tue. Bon, quel rapport avec des politiciens blancs corrompus qui couvriraient l'affaire? On sait pas trop, on nous le dira jamais. C'est vraiment juste pour dire: «Attention, il y a un complot avec des gens méchants derrière». Mais juste balancer ça sans aucune explication et sans même qu'on puisse deviner le moindre lien, parce que vraiment on voit pas trop le rapport entre cette espèce de crime de rue un peu ordinaire, de temps qu'on fait le parallèle avec Joe Chill qui assassine les parents Wayne, et qui pareil est décrit pour le coup comme un crime ordinaire. Donc quel est le rapport entre ça et cette espèce de truc vaguement complotiste qui ne sera jamais abordé? Enfin, pourquoi faire 3 fascicules d'Origins si en fait le seul truc qu'on tease un peu n'est jamais approfondi? Vraiment c'est assez étrange. Et voilà, encore une fois, on ne voit vraiment pas le faire ces origins, dont le seul intérêt de faire des origins sur Amanda Waller, a priori, si je vous dis on va faire enfin les origines d'Amanda Waller, vous dites bon, on va enfin comprendre pourquoi elle déteste à ce point les super-héros. Ce qui est étrange, parce que pour une personne qui croit qu'elle est morale et que débarrasser les super-héros va rendre le monde meilleur, on se dit il y a vraiment un truc qui a dû se passer dans sa vie, et on se demande même comment on va pouvoir expliquer ça, parce qu'il faut un truc vraiment grave pour que ce soit pas juste le premier truc venu qui la fasse vriller. Mais non, enfin, c'est juste une pure psychose qui n'a même rien à voir avec quoi que ce soit qu'elle a vécu dans sa vie. Donc il y a un échec complet de ce projet qui moi-même m'est incompréhensible. On peut certes se dire oui, elle est juste méchante et psychotique, mais elle-même croit jusqu'à la fin être morale,
en tuant les super-héros, alors que pour une personne dont on n'arrête pas de montrer qu'elle a une vraie compétence à fouiller dans vraiment le pire qu'ont fait tous les êtres humains qu'elle rencontre, parce qu'elle connaît tous les dossiers, elle connaît la vie de chacun, elle sait exactement que t'as volé un bonbon à ta camarade de classe quand t'avais 7 ans et du coup t'es une pourriture. Euh, Elle sait vraiment tout. Par contre, elle n'a pas le début de la moindre ombre d'une preuve qu'un seul des super-héros qu'elle attaque aurait la moindre intention méchante. Et pourtant, ça lui suffit à manipuler tout le monde, à semer le chaos, à attaquer des États souverains, à commettre des assassinats de masse, à détruire des villes. Euh, Tout ça pour détruire des super-héros. A priori, tout indique qu'ils font le bien. Elle n'a aucune preuve. Elle n'a même aucun début de soupçon, à part son intuition qui se repose sur rien, pour déduire que ces personnes seraient mauvaises. Alors même que pour tout le reste, elle s'appuie sur des faits, sur des dossiers. Donc c'est juste complètement irrationnel et pour moi on échoue complètement à écrire le moindre personnage. Donc c'est d'autant plus étrange que il y a un début de réflexion intéressante, même si en vrai la question de les super-héros qui dépouillent les êtres humains leur libre arbitre en fait avait déjà été posée explicitement par Elliot S. Magin dans une super série de Superman qui s'appelait Superman est-il nécessaire. C'est aussi d'ailleurs la même histoire que Mark Waid dans Kingdom Come, ce qui est original parce que Mark Waid, c'est lui qui pilote C'est lui Absolute qui Power, ouais, c'est ça. qui pilote Absolute Power. En fait, c'était déjà abordé frontalement et beaucoup plus finement dans Kingdom Come, qui au moins était fait pour le coup en peu de fascicules avec une vraie linéarité. Donc étrange. Et voilà, comme dit, après c'est une succession de backup ou de tie-in qui ont des statuts un petit peu étranges parce que bon, on a celui sur sur Green Arrow qui est presque indispensable parce que en fait son arc est vraiment nul parce que depuis le début du premier fascicule quand il rejoint Amanda Waller, on sait qu'il est gentil et qu'il va finir par trahir Amanda Waller. Donc nous montrer sur 1000 pages qu'il n'arrête pas d'être méchant avec la Justice League et de la trahir, alors qu'on sait très bien que son seul but c'est de convaincre Amanda Waller qui est de son côté et qui finira par la trahir. Bon, on se demande même pourquoi Amanda Waller est aussi naïve et pourquoi nous on essaie de nous faire croire à ce point qu'en fait il est vraiment méchant alors qu'on sait très bien qu'il va redevenir gentil à la fin. C'est vraiment complètement échoué. À la rigueur, l'histoire de Superson effectivement est pas trop mal, même si faire tout un fascicule pour expliquer comment du coup John Kent, enfin le Superman actuel, parvient à détruire la reine Brainiac dans son esprit pour redevenir gentil. Mais en fait, on est dans un univers, le Absolute Power, où il y a des centaines de super personnages. Donc, faire tout un fascicule sur comment un seul personnage se débarrasse de ça, c'est un peu étrange d'y consacrer autant de temps. Et en l'occurrence, en plus, c'est même pas comme il n'a absolument aucun rôle dans la suite de l'histoire. Parce que, comme dit, il y a tellement de super-héros qui font tellement de trucs dans leur coin qu'à part Green Arrow, les autres sont un peu interchangeables parce que chacun apporte. On a des dizaines et des dizaines de super-pouvoirs différents et que John Kent ait été libéré de cette influence n'a pas particulièrement d'impact sur le reste. Pour moi, la seule histoire qui vaut un peu quelque chose, effectivement, c'est celle de Tom King, qui est vraiment mineur. Hein. C'est voilà comment Diana Prince, enfin comment Wonder Woman avec Damian et Steve Trevor vont aller libérer les prisonniers de Blackgate, enfin de la prison Et se galocher. d'Amanda Waller et se faire des bisous. Moi j'aime bien du coup cette idée qu'ils n'arrêtent pas de s'embrasser parce que ça donne une tonalité différente parce que finalement s'ils ne faisaient que libérer les prisonniers de cette prison, ça en ferait exactement un backup exactement interchangeable avec tous les autres, c'est-à-dire des spéros qui font un truc dans leur coin qui n'aura pas d'impact sur la fin, avec plein de péripéties, une libération de prison et plein de clichés et de pouvoirs dans tous les sens. Et voilà, exactement comme tous les backups, c'est des bagarres joliment dessinées et fin de l'histoire. Au moins, on a une identité qui est créée et qui fait qu'on s'en souvient à la fin par le fait que Tom King essaye de montrer à quel point il y a une vraie histoire d'amour entre Wonder Woman et Steve Trevor et il le tourne de façon presque humoristique, mais à la fois humoristique et romantique quand même parce que ce sont de vrais personnages qui s'aiment vraiment, qui n'arrêtent pas de se faire des bisous et voilà, il y a ce côté un peu drôle de Damian qui fait un peu son gosse, pas tout à fait mature parce que même si certes il a grandi, il a quand même du mal, enfin c'est un peu un Batman quoi, il a quand même un peu du mal avec les épanchements d'émotions et donc voir des C'est personnes un Batman. Ça va être le nouveau truc. T'es un Batman, toi. Bah oui, c'est un vrai manque de maturité émotionnelle, surtout vis-à-vis des relations, qui fait que ça accentue toute son immaturité et ça crée à la fois une espèce C'est bon, ça. d'innocence immature, un peu légère, un peu humoristique, mais qui ne casse pas du tout ce que le reste de l'intrigue peut avoir de sérieux. Et pour le coup, c'est vraiment superbement dessiné par Tony S. Daniel, qui, à mon avis, fait les meilleurs dessins de tout le volume. Et pourtant, hein, on a du Noel Pan, on a du Dan Mora qui est vraiment très bon aussi. On a pas mal de dessinateurs qui sont vraiment très chouettes. Et on doit avoir une dizaine de dessinateurs différents dans
tout le volume, donc quand même presque trop, hein. Encore une fois, il y a cette impression d'hétérogénéité qui est un peu étouffante, mais Tony Azaniel, pour le coup, dessine un truc vraiment très propre. Et je trouve que Tom King, pour un récit qui est complètement inconséquent, parce qu'encore une fois, c'est juste l'un des très nombreux backups qui est complètement inconséquent, parce que l'histoire n'avance que dans l'Absolute Power, au moins il se débrouille pour en faire un truc dont on se souvient grâce aux personnages, que les personnages vivent, et rien que ça, c'est assez fort. Et vraiment, de toute façon, le Wonder Woman Infinite de Tom King, c'est vraiment un excellent run de Tom King que je recommande vraiment très chaleureusement. Et c'est chouette, c'est presque étonnant de voir que Tom King s'accomplit à ce point sur Wonder Woman, alors que c'est vraiment pas là qu'on l'aurait attendu à l'origine. Et je vais garder mon avis sur la conclusion pour la Alors, zone sans spoiler, mais, ouais. mais pour l'instant, mon ensemble, il est à 3/10 parce que c'est. Encore, jusque-là, on pouvait arriver à un 5/10 à la rigueur parce que c'est pas bien, mais bon, au moins ça avance et il y a des backups qui sont un peu plus intéressants que d'autres. Et même si c'est pas intéressant, c'est parfois seulement dessiné, pourquoi pas. Et vraiment, la conclusion, c'est vraiment se moquer du monde, c'est à la fois complètement expédié, il y a vraiment rien qui va, donc on en reparlera en spoiler, mais c'est vraiment, c'est vraiment juste minable, une arnaque et vendre ça en 3 volumes. Mais la question, c'est pas est-ce que vous pouvez lire juste Absolute Power et ne pas lire le reste. C'est mais pourquoi lire quoi que ce soit dans ces 3 volumes en fait. Ok. Vous avez Non, vu bon, c'est clair. et de toute façon, ce qui va suivre, qui va être la suite du DCverse, n'aura pas subi le moindre impact de tout Absolute Power. Donc ces 3 volumes ne servent absolument à rien en termes d'intrigue générale. Donc si vous n'avez aucune raison de les lire pour leur intrigue, ni aucune raison de les lire pour la continue du DC Comics, pourquoi vous embêter à perdre autant de temps en fait? Alors, je sais qu'il y aura quand même un petit impact, mais un petit. On en On parlera en dans parle la après. partie On en spoiler. parle après. On en parlera Ouais. après. On en parle après. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, sachant que moi je voulais quand même rebondir sur une chose, c'est que grâce à Siegfried, j'ai ma nouvelle réplique pour ma femme quand elle me dira que je ne m'épanche pas assez sur mes sentiments. Je pourrais lui dire oui, je suis un Batman. Ouais. Du coup, On va l'utiliser celle-là, merci Siegfried. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Qu'est-ce que je peux rajouter de plus, hormis, je sais pas où va Mark Waid, en fait, parce que autant sur les Batman, Superman, World Finest, c'est des trucs qui sont un peu hors continuité parce que ça se passe dans le passé et tout. Donc, j'ai envie de dire, il peut un peu faire ce qu'il veut, il peut s'amuser. Là, on est dans la continuité. Je suis dubitatif sur son boulot parce que honnêtement, c'est pas le Mark Waid qu'on a connu dans les années 90 ou les années 2000, quoi. On en est loin. Hein. Heureusement qu'il y a Dan Mora. Voilà, en partie non spoiler, à part rajouter un peu d'huile sur le feu par rapport à mes collègues, Ok. voilà. Ok, alors les amis, alors Siegfried, tu as donné une note de 3/10, il me semble. Benoît et Kevin, je vais prendre vos notes avant qu'on passe à la partie spoiler pour conclure ce podcast. Ouais, 3, c'est bien. 3, c'est bien, Ouais, Kevin? bon, j'allais dire 2, mais allez, 3. Oh, mais tu as le droit de dire Bon. 2 aussi. Dans tous les cas, on sera sur du 3. Non, ouais, 3. Allez. Ouais, 3 Un sur, point 3 pour sur Dan 10. Mora, parce que bon, Dan il y a Mora, Dan Mora à voilà, la c'est fin, ça en voilà, fait. c'est ça. C'est pour ça, j'hésitais, mais il y a Dan Mora, donc allez. Un point pour Tom King et Tony Daniel, un point pour Dan Mora et un point pour l'encre et le papier, ça me paraît bien. La cover, Voilà. elle est pas mal aussi, on peut rajouter. Donc on est sur 3/10, les amis. La cover est bien. 3/10, les amis, sur ce Absolute Power tome 3 pour conclure ce podcast. Et donc on va finir avec quelques minutes sur une partie spoiler. Donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé sur ce récit, si vous voulez éviter tout ça, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à donner vos avis sur sur YouTube, sur batmanlegend.com, sur les réseaux sociaux. En tout cas, si vous voulez participer vous aussi en donnant vos avis sur les récits qui ont été traités jusqu'ici. Et nous, on y va pour la partie spoiler, les amis, sur ce Absolute Power tome 3. Alors, vous avez demandé une partie spoiler. J'aimerais bien savoir pourquoi. Il y a vraiment grand chose à dire sur ce récit en termes de spoiler. Hormis la fin, ouais, donc on a dit, hein, Green Arrow, bon, on le voyait venir à 3 km Ouais. que ça allait être évidemment le traître. Mais même là, je trouve qu'aussi ça a été vachement bâclé, hein, la partie de Green Arrow qu'on découvre, où finalement, ça y est, non, en fait, il trahit Amanda Waller. Enfin, le mec, il a juste tiré une flèche sur les, comment il s'appelle, les Amazos, et ça y est, quoi. Enfin, oui, il a construit le petit appareil pour pirater ces Amazos. Mais bon, enfin voilà, quoi. Je trouve que ça a été vachement bâclé, quoi, cette partie-là, quoi. Ça a été Surtout plus qu'on il reste à intéressant. lui.
On a énormément vu Ouais, Loki tirer une flèche à la fin, je suis d'accord que c'est voilà, énorme. c'est ça, en On se fait. retrouve au vampire. Comme l'a dit Siegfried, il y a eu 1000 pages où ça parle de Green Arrow, où ok, on comprend qu'il fait semblant, mais là, à la fin, je m'attendais à un truc énorme, quoi, un truc, je sais pas. Et non, en fait, il a construit le petit appareil, la petite flèche sur un Amazo, hop, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus des Amazos. Enfin, je sais Mais pas, c'est- moi. Ouais, mais c'est l'action du gentleman, quoi, tu vois, ça, et bim, Ouais, c'est un petit peu à il a James voulu faire Bond. Batman, il a voulu faire le petit Batman, Mais ça aurait été un anti-héros ou même carrément un méchant, ça aurait été beaucoup plus intéressant en termes d'intrigue. C'est vrai, Bon, c'est vrai. bref. Après, au niveau de la fin, bon, évidemment, tout arrive très vite, Il n'y avait c'est pas le temps, les gars, il n'y bâclé, avait pas le temps. Non, mais c'est Fast and vrai, je veux Furious, dire, le truc. la fin est très bâclée. Et alors, c'est moi qui décode ou le fait la tour de guet, elle existe quand même. Elle existait jusque-là dans l'univers d'essai. Je sais que ça a rebooté Non, avec les New 52, Bah, mais pas à un dans le moment film elle 3. donné, a été détruite. Elle a été détruite dans je sais plus quel d'accord, récit. d'accord, mais le fait qu'à la fin ils disent à Green Arrow, eh regarde, on est en train de construire un truc, c'est pas un truc exceptionnel, ça a déjà existé. Donc Ça a moi je déjà veux bien. existé. Ouais. Vous savez à quoi ça me fait penser, sans déconner? Vous vous souvenez du dessin animé Justice League? À la Ouais. fin, dans les 2 ou 3 dernières saisons, ça s'appelle Justice League Unlimited. Comme là-dedans. Et du coup, on voit à chaque épisode d'autres super-héros. C'est plus d'autres super-héros. Et bah, ça me fait penser à ça. J'ai l'impression que Mark Waid veut nous faire un dessin animé Justice League. Justement, le prochain récit, ça va être donc dans le nouvel univers Justice League Unlimited, justement, comment ça s'appelle. Et là, bah, ça va être comme un peu dans le dessin animé, un peu, ça va rassembler tous les super-héros, voilà. C'est pour ça que la Tour de Guerre, à mon avis, on la voit, mais en plus grande, justement, pour accueillir tout ce beau monde. Mais, euh, mais sinon, oui, voilà, c'est vrai que c'est un peu répétitif, quoi. Et ils auraient pu faire autre chose. Parce que oui, je suis Donc, d'accord que ça termine sur effectivement Batman qui montre la tour de guet et puis Green Arrow qui est impressionné. Et on a l'impression que c'est un truc qu'on n'a jamais vu dans l'univers DC Comics et qui est voilà, un vrai renouveau. Et c'est vraiment littéralement la dernière vignette du volume. Donc si c'est pour qu'on quitte l'histoire sur l'impression de ah bon, mais c'est nouveau ça, bah c'est un peu raté en fait. ouais. Je trouve Complètement. que ça Après, avait plus d'impact sur Death Metal, où je crois que c'est Death Metal, je crois, ou Batman Metal, où on voyait le nouveau bâtiment de la Ligue de Justice, justement, sur la planète Terre, voilà. Ça avait plus d'impact que là, franchement, on se dit, bon, ok, tu recommences, quoi. Allez, hop, tu repars dans l'espace, voilà. après peut-être Ça, pour nous, parce on est des vieux qui lisons ça depuis Possible. longtemps, peut-être que pour les nouvelles générations de lecteurs, c'est nouveau. Enfin, je sais pas, Peut-être. j'essaie de trouver une Ouais, raison à mais ce... la nouvelle C'est génération, possible. tout ce qu'elle voit, c'est que Batman dit à Green Arrow, regarde, on a construit un bâtiment pour la Justice League. Oui, ben d'accord, super. Oui, c'est Et vrai. donc, en fait, c'est même faux de dire que ça parle davantage aux nostalgiques qu'aux nouveaux, parce qu'en fait, c'est une insulte aux Teen Titans de Tyler, parce que c'est vraiment dire, bon, les Teen Titans, c'est assez duré comme Justice League, on revient aux choses sérieuses. Maintenant, on va de nouveau avoir une Justice League formée par Batman, Superman, Wonder Woman, Green Arrow et les anciens. Et voilà, les petits nouveaux qui n'auront jamais eu le temps de faire leurs preuves, parce que bon, en fait, on n'a jamais senti que les Teen Titans c'était une nouvelle Justice League. Leurs aventures, c'était les aventures des Teen Titans, c'était exactement pareil, mais officiellement, c'était la Justice League. Ben voilà, là, on revient aux choses sérieuses, à dégager les jeunes, on revient à un trip nostalgique où là, on retrouve la bonne vieille Justice League telle qu'on l'a toujours connue. Bon, évidemment, c'est dans la démarche de Mark Waid de toujours renouer avec, parce que c'est son truc à lui, hein, c'est de revenir à une espèce de d'âge d'or des comics, un peu plus léger que tous les vieux trucs sombres. Et c'était un peu ça, la réponse. Kingdom Come en ça est un peu une réponse aussi à l'âge sombre initié par Watchmen et son Dark Knight Returns notamment. Et là, il est encore là-dedans de rapporter de la nostalgie, quelque chose d'un peu plus glorieux, d'un peu plus lumineux dans les comics. Et c'est un peu ce qu'il nous promet là. Regardez, on revient aux bons vieux comics, on arrête un peu les âneries. Moi, je reviens à Mark Waid avec quelque chose de léger, de sympa, de divertissant. Je sais pas si c'est la promesse la plus intéressante ou la plus enthousiasmante à la fin. Et surtout, ça crache vraiment sur la plus grande nouveauté que DC avait connue ces dernières années, je trouve, c'était de dire la nouvelle Justice League, c'est les Teen Titans. Parce que ça, quand même, ça aurait pu avoir un impact en termes d'univers. En tout cas, ça disait quelque chose. Tout ça pour dire, bah non, en fait, on revient dessus. Parce qu'on veut de nouveau vendre des comics Teen Titans, donc on va revenir avec Mark Waid avec un Batman Superman. Bon, super. D'autres petites surprises, c'est que bon, la fin d'Amanda Waller, donc c'est Mm. Dream
qui lui efface plus ou moins la mémoire. Donc on dit que c'est pas exactement qu'elle lui efface la mémoire, mais elle l'empêche de retrouver ses souvenirs dans son esprit. Bon, elle efface la mémoire. Donc c'est supposé être un truc un peu jubilatoire pour le grand public parce qu'on se dit tiens chouette, Amanda Waller qui sait tout, qui a toutes les informations secrètes sur tout le monde, ça y est, elle pourra plus faire le mal parce qu'elle se souvient plus de rien. Vous vous souvenez d'un truc qui s'appelait Identity Crisis, qui était d'ailleurs vraiment un super comique et qui est un de mes comics préférés d'ailleurs, et toute l'interrogation d'Identity Crisis, c'est justement des super-héros, mais à l'insu de Superman et Batman, décident d'effacer l'identité des super-vilains, parce qu'un super-vilain qui sait où habite ta femme, où est ta maison, et qui va de toute façon s'échapper de prison, bah, il aura toujours un levier contre toi. Et donc le seul moyen d'éviter ça, c'est de lui effacer la mémoire. Mais évidemment, on sait très bien que Superman et Batman ne peuvent pas approuver ce genre de comportement, donc c'est quelques super-héros qui, dans l'ombre, décident d'effacer leur identité. Et en fait, ça crée un vrai dilemme moral qui est vraiment intéressant et qui du coup est exploité en plein dans un comic en étant connecté avec une intrigue d'investigation criminelle. Enfin vraiment, c'était un vrai sujet intéressant et moral. Et là, c'est juste balancé en littéralement 2 pages comme un truc. Regardez, soyez contents, on efface la mémoire d'une super vilaine, tout va bien. C'est ça la progression des comics, c'est-à-dire que 20 ans après Identity Crisis, on en est à bon. Oublier les interrogations morales, ça c'est bien parce que c'est drôle et fin de l'histoire et on oublie Amanda Waller. D'accord, je vais vraiment prendre une régression dans la réflexion politique sur les comics parce que c'est vraiment craché sur Identity Crisis, ça fait cracher sur tout ce qui est la réflexion morale apportée par comics qui était quand même fondamental dans l'histoire de la bande dessinée et des réflexions morales par les personnages de DC Comics. Donc ouais, un peu surprenant. Ouais, c'est pour ça que je te dis, je comprends pas la démarche de Mark Waid là-dessus. Je comprends le fait de renouer à quelque chose de un peu plus joyeux, un peu plus décalé, etc. Mais il passe sur des sujets très très rapidement. Le backup sur Amanda Waller aurait pu être très intéressant, mais contrairement aux autres origines qu'on avait pu voir sur les années précédentes, c'est encore une fois modifié. Là, le fait que Green Arrow soit un personnage très secondaire et qui finalement sauve la mise au dernier moment, on a déjà vu ça plein de fois, que Green Arrow, il est toujours en marge de la Justice League et il fait un petit peu ses trucs dans son coin et qu'il arrive un peu au dernier moment où il sauve la situation, c'est du déjà vu. En fait, honnêtement, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir déjà tout lu sur l'ensemble de ce run et il n'y a rien d'original, rien du tout. Et C'est ça me fait recyclé, peur. quoi. Ouais, Ouais, mais ça me fait peur pour la suite, pour la continuité, parce que si on est là-dedans, bah les gars, à un moment donné, bougez-vous le cul ou allez chercher d'autres scénaristes. C'est très bien d'aller chercher des scénaristes iconiques, hein, comme Mark Waid. Si à un moment donné il fait que ça, je pense que des scénaristes, vous allez en trouver. Il y en a un paquet, hein. D'autant que c'est promis pour être l'aboutissement d'Amanda Waller. Et comme dit Amanda Waller, ça fait quand même, je sais pas, 10-15 ans qu'on la voit un peu partout, dans les séries, dans les comics, dans les films. Bon, c'était enfin le comic qui aborde le problème Amanda Waller et qui le résout. Si c'était juste pour en faire ça, c'était vraiment pas la peine de faire monter la moindre sauce. Et on a vraiment, en plus, cette impression d'une intrigue bâclée est vraiment forcée par le fait que l'avant-dernier fascicule, la dernière page, c'est Amanda Waller qui a l'air toute contente et qui dit en fait, ils n'ont pas compris, mon plan, c'est de former une armée avec tous les super vilains du multivers. Donc là, je me disais, mince, en fait, l'histoire va pas être finie au bout d'Absolute Power tome 3, parce que si la dernière page de l'abandonner fascicule, c'est qu'en fait, elle a un nouveau plan encore plus gros que le précédent, bah en fait, c'est qu'elle a encore un plan secret et que ça va encore durer longtemps. Et donc, non, en fait, elle annonce ce nouveau méga plan, mais malgré ça, tout va être bouclé en 30 pages. Bah, quel était l'intérêt de me faire monter encore la sauce si c'est pour tout résoudre aussi vite? Et puis bon vraiment, c'est une accumulation. Moi, je me suis vraiment, j'ai voulu me taper la tête contre le mur quand Amanda Waller avoue devant un micro. Donc, vous savez, c'est le vieux truc de le grand méchant qui fait un grand discours pour dévoiler ses plans. Et en fait, il y a un super-héros qui avait tout enregistré sur un micro et qui le diffuse en live au monde entier pour découvrir les plans du méchant. Mais pitié, quoi. Enfin, c'est un truc de dessin animé pour les gamins de 5 ans. Ou c'est un truc dans les films, les films d'action nuls des années 70. Vous pouvez pas nous faire ça, vous prendre au sérieux et en plus dire que c'est du Mark Waid. C'est pathétique. Et en plus, le truc qu'Amanda Waller avoue, c'est que le truc on sait déjà depuis le premier volume, hein, donc déjà ça marche pas très bien parce qu'on dévoilait un truc que le lecteur sait déjà depuis 500 pages, ça n'a pas d'impact. C'est qu'elle a utilisé l'IA pour inventer les vidéos qui montrent les super-héros faisant le mal, pour détourner du coup, pour que l'attention du public se détourne des super-héros, voire s'oppose aux super-héros. Mais déjà on le savait, non seulement on le savait, mais même on savait, c'était vraiment balancé très vite dans le premier tome parce que on se doutait que
le lectorat pouvait pas prendre ça assez au sérieux et qu'on ne comprenait pas trop comment le monde pouvait se retourner contre les super-héros juste en ayant vu. Enfin, vous imaginez Superman, ça fait, je sais pas, Superman Batman, ça fait 30 ans qu'il vous sauve la vie, et qu'il sauve le monde, et tout à coup vous avez une vidéo qui les montre faisant le mal et vous vous retournez contre eux définitivement. Déjà, ça paraissait un peu léger. Et donc là, le grand truc qui fait qu'Amanda Waller perd le crédit de à la fois des États, du président des États-Unis et de la population, c'est qu'elle avoue ça devant un micro tendu en live devant le monde entier. Mais qu'est-ce que c'est nul, enfin qu'est-ce que c'est plat, c'est juste, non, c'est pas juste déjà vu, c'est juste une médiocrité, d'une paresse intellectuelle et narrative qui fait assez peur à voir. Si c'est ça la conclusion écrite par Mark Waid, mais envoyez Mark Waid en maison de retraite, payez-le, ne peut rien faire. Mais pitié, ne le payez pas encore plus cher pour qu'il écrive ça et mettre le grand nom de Mark Waid sur la couverture. Ça n'a plus rien à voir avec un scénariste qui a compté. C'est horrible d'en arriver à des expédients pareils pour finir en plus ce qui est supposé être un grand arc. Ça veut dire que dès le tout début du premier Absolute Power, il savait qu'il arrivait à cette conclusion-là. Mais enfin vraiment, c'est d'une nullité affreuse. Et puis, Tout ça pour que Waller nous Et, dise mais je croyais vraiment restaurer l'ordre. Mais pitié, t'as vu ce que t'as fait pendant 4 fascicules et pendant ces 1000 pages, et tout ce que t'as fait dans ta vie, mais assume que t'es méchante. Mais c'est même pas crédible en fait, parce que le super vilain qui croit qu'il veut restaurer l'ordre, bah pourquoi pas pourquoi pas pour Thanos, pourquoi pas pour Killmonger, pourquoi pas pour quelques super vilains, mais pas pour Amanda Waller. Enfin, comment tu dis au moins plus personne ne va mentir parce que moi je mens à tout le monde et je crée un monde du mensonge, de la destruction en détruisant des super-héros contre lesquels j'ai aucune preuve. Bah non, je suis désolé. Enfin, y a tellement rien qui marche. C'est terrible. il y a aussi un truc que je voudrais parler, c'est au niveau de l'impact, enfin l'impact qu'a eu ce Absolute Oui. Power. Moi, j'étais assez déçu parce que à la fin, je m'attendais à quelque chose qui pourrait introduire le nouvel univers d'Absolute, donc les Absolute Batman, Absolute Superman, Wonder Woman, enfin voilà tout ce beau monde. Il n'y a rien du tout là-dessus. Il n'y a rien du tout. Là, à la fin du mois de mai, on va avoir les nouveaux Absolutes. On va les attaquer comme ça, sans même d'explication, pourquoi du comment, pourquoi est-ce qu'on suit ce nouvel univers, qu'est-ce qui se passe. Non, on le saura seulement fin juin avec le nouveau récit Justice League Unlimited, avec un tout petit chapitre qui va expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Mais en aucun cas, ce Absolute Power, c'est pas parce qu'il s'appelle Absolute qu'il y a un lien avec les nouveaux événements qui vont arriver. Il n'y a rien du tout. Sauf, il y a juste un petit truc que moi j'ai noté, c'est que quand les Amazos ont perdu tous leurs pouvoirs, ont rendu donc les pouvoirs à tous les super-héros, sauf qu'il y a eu quelques pouvoirs qui sont partis, on ne sait où. Il y a Black Canary qui tire des lasers avec ses yeux, ça on le voit. Barry Allen qui perd ses pouvoirs. On sait aussi que le futur récit avec Superman, on sait que Lois Lane va avoir des pouvoirs de Superman. Pareil, je pense qu'on va les découvrir dans ce récit-là. Mais sinon, l'impact vraiment qu'il y a eu, euh, ça n'a pas fait comme. Je veux dire que Death Metal, pour moi, il y a eu un impact, il y a eu quelque chose quand même. Mais là, c'est juste une histoire, un event, comme Night Terror ou Planète Lazarus. Il s'est passé quelque chose. Et après, voilà, on va repasser sur autre chose qui va être expliqué seulement après. Là, à la fin de ce volume-là, on pourrait s'arrêter là, voilà, basta. Non, là, il faut attendre le nouvel univers, le nouvel autre chose. Et je pense que, heureusement, comme l'a dit Benoît, si on finit sur une note là-dessus, c'est sûr qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Parce que si c'est Mark Waid, parce qu'il y a Mark Waid, je crois, qui va écrire, je ne sais Il plus est sur quel, Justice League Unlimited. Justice League, Mark Waid, voilà, ouais. Justice League Unlimited. Pardon, je m'y perds avec tout ça. mais heureusement qu'il y a Scott Snyder qui arrive avec son nouveau Batman. Heureusement, ça va rafraîchir un peu tout ça, remettre de l'ordre un peu. Ça va nous faire plaisir aussi de voir de nouvelles choses. On a Tom Taylor qui revient aussi sur du Batman, qui apparemment cartonne aux États-Unis en ce moment. Donc voilà, on a plein de beaux récits qui s'annoncent, heureusement, je pense. Mais là, franchement, pour celui-ci, je m'attendais à quelque chose de mieux et qui a un réel impact, vraiment quelque chose à la fin qui nous donne envie vraiment d'aller sur la suite. Là, on ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer ensuite. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'est un peu dommage, quoi. Bah, en plus, le coup de l'interversion des pouvoirs et des pouvoirs perdus, bah, on l'avait déjà eu dans, je sais plus Ouais, si c'était dans Planète Lazarus ou dans je sais plus quel truc Lazarus, mais Bah, c'est là, Planète Lazarus, oui, c'est oui, vrai. oui, bah, donc on l'a déjà vu hyper récemment en plus, c'était déjà nul, et là Ouais. c'est vraiment balancé en une seule vignette, hein. L'avant-dernière Mais vignette, il y a juste Batman qui dit rapidement, ah, vous savez, dans le processus, il y a des il y a des gens qui ont perdu leur pouvoir, il y a des gens dont les pouvoirs ont été intervertis, mais on n'en sait pas plus. Oui, en gros, c'est en train de justifier tout un nouvel univers sur
un truc balancé comme ça, vite fait, pendant une vignette. Enfin, c'est hyper nul et c'est hyper plat comme manière de juste se dire tiens, on a Ouais. rebattu les cartes on a rebattu toutes les cartes de l'univers pour vous surprendre de nouveau parce que voilà, parce qu'on a inventé une espèce de prétexte magique vite fait qu'on vous balance juste comme ça parce que même nous on l'assume pas et on ne sait pas trop quoi en raconter là tout de suite. Enfin, dis donc. Mais c'est pour ça que c'est dommage, parce que le nouvel univers, tous les nouveaux trucs qu'on va avoir, c'est super, ça cartonne. Enfin, voilà, quand tu regardes un petit peu, c'est super ce qui arrive. Mais là, finir sur un truc comme ça, enfin, il n'y a rien qui donne envie d'aller à la suite. Je sais pas, donnez-nous envie d'aller voir ce nouveau Batman, enfin, créer quelque chose, quoi. C'est Donc, vrai que ouais, c'est un peu. tous les events comme ça ces derniers temps, ces dernières années, moi Bah, je les lis même plus, je crois, parce que ça apporte jamais rien, quoi. En vrai, Mais c'est vrai bah, qu'il y a... Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Non, c'est surtout que depuis l'arrivée de Mark Waid avec son Planète Lazarus tout pourri et comment il s'appelle celui qui a fait Night Terror, j'ai oublié son nom, mais lui aussi, il faut qu'ils arrêtent juste de faire des events, quoi. Je sais pas moi. C'est- Oui, bah, j'allais dire qu'en plus, c'est vrai il y a un côté arnaque quand même. Bah, c'est ce qu'on disait Ouais. déjà, du fait que ça s'appelle Absolute Power, parce qu'on se dit Absolute Power qui sort avant Absolute Batman, Superman, Wonder Woman, etc. Bah, ça veut dire que ça pose des bases de l'univers. Bah non, en fait, ça n'a absolument rien à voir avec les Enfin, autres. rien du tout. Et au contraire, il vaut surtout mieux s'abstenir de lire ça parce que sinon on n'a aucune base, enfin on n'a aucune envie pour suivre, alors même que Mm. il y a des choses qui sont. C'est inégal, hein, les absolutes. Moi j'en ai lu quelques-uns. Évidemment, c'est très inégal, mais au moins c'est plein de propositions par plein de scénaristes différents et souvent des scénaristes stars, mais qu'on n'avait pas vu depuis des années sur du DC et qui ont une espèce de quasi carte blanche pour faire des trucs dans leur coin sur des super-héros. C'est limite du Black Label, mais dans la continuité officielle, c'est vraiment très étonnant. Mais De comme tu dis, l'indépendant, quoi. Ouais, c'est ouais, vraiment c'est quelque chose qui c'est- sort de l'ordinaire. en fait, c'est exactement tout ce qu'on aimait chez DC Comics, c'est-à-dire faire confiance à des scénaristes pour faire leur truc dans leur coin avec une vraie liberté éditoriale, l'exact contraire de ça, parce que là, d'Absolute Power, c'était vraiment demander à tous les auteurs qui faisaient leur run dans leur coin, tiens, toi tu fais Wonder Woman, tu nous fais un truc pour Absolute Power, tiens, toi, tu fais Superman, tu fais Green Lantern, tu dois consacrer 2 fascicules à Absolute Power, enfin, c'était vraiment mettre tout le monde dans un carcan sans aucune imagination et d'une nullité affligeante, et là, on va revenir sur au contraire sur tiens, on va reconfier des runs, des volumes complets à des vrais scénaristes pour une vraie liberté rafraîchissante. Il n'y a aucune cohérence. C'est chouette, tant mieux pour nous, mais c'est vraiment tellement mal posé en termes de marketing, en termes de promesses, et surtout c'est tellement décourageant que ça commence par un truc aussi mauvais. Et pourquoi appeler tout ça absolu? Enfin, vraiment, la démarche éditoriale, moi je la trouve assez crasse, assez nulle, et surtout, je trouve qu'elle dessert le projet global, parce qu'il faut surtout voir aucune connexion entre ça, cette bouse-là, et tous les projets, même inégaux, qui vont nous venir par la suite, et que pour le coup, on est vraiment très hâte de chroniquer ici. ouais, Ils ont de la oui, chance et ça, que Batman Legend existe, parce que voilà, nous on donne envie aux gens d'aller voir la suite. Si vous lisez juste ça et que vous écoutez pas Batman Legend, eh ben voilà, vous n'avez pas envie. Faut écouter Batman Legend. Voilà, ça c'est le. Le mec, ça, il vend le truc, quoi. Il est à fond, ça, il est c'est à le fond, il est à petit fond. discours corporate, les amis. Bah oui, mais bien Ouais. sûr, il faut se vendre, tu vois, il faut un peu, tu vois. Non mais vraiment, revenez le mois prochain parce que ça sera beaucoup plus Ah ouais, intéressant Oui, que. bien c'est vrai que le sûr, mois totalement. prochain, on aura beaucoup de choses à dire, puisqu'il y a effectivement l'arrivée de DC Absolute, etc. Donc il y a pas mal de choses qui arrivent le mois prochain qui vont être intéressants à chroniquer. Et je préparais l'alerte Siegfried qui n'a pas sonné ce mois-ci, les amis. Vous aurez l'alerte Mais on Siegfried, vous espère aurez peut-être. l'alerte Benoît, vous aurez l'alerte Kevin, vous aurez toutes les alertes possibles le mois Ouais, c'est Vous aurez vrai. prochain. alerte Donc, Batman Legend. alerte Batman Legend, voilà, super. On va préparer ça peut-être. En tout cas, les amis, il est temps de conclure ce podcast. Merci Siegfried, merci Benoît, merci Kevin pour votre participation à ce podcast et merci à tous ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'au bout et même dans la partie spoiler. N'hésitez pas à donner votre avis vous aussi sur les récits qui ont été chroniqués dans ce podcast et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Salut tout le monde. Salut, salut. Salut!